Salut camarades et bienvenue sur cette vidéo de l'Otaku Duo. Depuis quelque temps se succèdent des animes polémiques, que ce soit Goblin Slayer avec ses gobelins violeurs, la tentative de viol plus que limite de SAO Hallucination, ou des animes malsains comme Kuzuno Honkai, Citrus ou encore Isekai Mahou. Sans parler du traditionnel fanservice et autres animes ecchi, qui font que certains animes ressemblent plus à des hentai qu'autre chose. Du coup certains s'interrogent, peut-on vraiment tout faire et tout montrer au Japon? N'y a-t-il pas de limite ou de contrôle? Comment peuvent-ils diffuser ça tranquillement à la télé? Alors voici de quoi éclaircir des choses et briser quelques mythes sur les médias japonais. Et bien sûr plus particulièrement sur les animes et les mangas. Comme en France et dans la plupart des pays, il existe une législation autour des médias. Au Japon, il s'agit de l'article 175 du Code pénal, connu également sous le nom de loi sur l'obscénité, qui a été adopté en 1907. Le texte dit, grosso modo, que toute personne qui distribue, vend ou affiche publiquement une écriture, une image ou tout autre matériel obscène sera punie de 2 ans de prison maximum ou d'une amende n'excédant pas les 2,5 millions d'yens, ce qui fait au taux actuel environ 20 000 €. La même chose s'applique à toute personne qui possède avec l'intention de le vendre. Le problème, c'est que la notion au cœur même du texte de l'obscénité n'est absolument pas définie. L'interprétation actuelle du terme vient d'un jugement faisant jurisprudence datant des années 50 et portant sur la traduction et la distribution du roman L'amant de Lady Chatterley de l'écrivain britannique David Lawrence. En 1950, l'éditeur et le traducteur, japonais donc, ont été accusés d'obscénité pour la traduction, la publication et la distribution de ce roman. Le procureur a insisté sur le fait que le livre était obscène pour le grand public et que par conséquent, sa distribution au grand public constituait un crime au regard de l'article 175 du Code pénal. L'accusé lui a soutenu que l'interprétation du Code pénal donnée par le procureur était erronée et inconstitutionnelle. Après une série de litiges, le 13 mars 1957, la Cour suprême a appuyé les accusations, argumentant que la description des actes sexuels y figurant était trop audacieuse, détaillée et réaliste. Le terme obscène fut ainsi clarifié comme faisant référence à un écrit ou n'importe quelle autre œuvre qui excite ou stimule le désir sexuel et nuit à la sexualité normale des gens ordinaires, et contraire à la bonne idée de morale sexuelle. Ainsi, le gros de l'actuelle doctrine judiciaire japonaise relative à l'obscénité a été établi lors de cette décision. A savoir qu'à l'époque, d'autres pays ont également tenté de limiter juridiquement les médias dits obscènes. Par exemple, en 1960 aux États-Unis et en Grande-Bretagne, le fameux roman L'amant de Lady Chatterley s'est également retrouvé en justice. Mais dans ces pays, les procès se sont soldés par des acquittements. Le procès fit ainsi jurisprudence, ouvrant la voie à une plus grande liberté d'expression, enterrant au passage la loi sur les publications obscènes promulguée au Royaume-Uni en 1959. Depuis cette époque, la réglementation a évidemment évolué. Peu à peu, la loi a admis que le mérite artistique d'une œuvre était un facteur atténuant. Et à partir du milieu des années 80, les restrictions ont été progressivement assouplies. Actuellement, les objectifs de l'article 175 sont le maintien de la moralité et de l'ordre sexuel, la liberté des droits ou expression de ceux qui ne veulent pas voir, protéger les jeunes, la prévention de la criminalité sexuelle, à quoi s'est ajouté ces dernières années l'élimination de la discrimination et du crime sexuel à l'égard des femmes. Mais malgré tout, on voit bien que la loi est restée vague, et la définition claire et précise de ce qui est exactement obscène n'a jamais été donnée, créant évidemment de nombreuses incohérences et de multiples interprétations dans les décisions de justice, qui font encore débat actuellement. Concrètement, dans les secteurs visuels qui nous intéressent, la loi l'a interprété comme l'exposition de poils pubiens jusqu'en 1991, des organes génitaux et de l'acte sexuel, ce qui oblige à cacher ces éléments. Si le texte est flou, il se montre tout de même parfaitement dissuasif. Comme rien n'est clairement défini, les auteurs et les équipes de production doivent faire attention aux scènes choquantes qu'ils proposent et doivent s'autocensurer, ce qui semble être le but recherché par le gouvernement. Il est important de savoir qu'au Japon il n'existe pas d'organe de contrôle gouvernemental. Comme en France on a le CSA. Au Japon, depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est la police qui a la mission de réguler les médias, possédant ainsi un droit de regard sur les œuvres, ainsi que le pouvoir de les interdire si besoin. Mais c'est très théorique, en réalité il n'est intervenu directement que très rarement. Par exemple, depuis 1973, aucun film n'a été devant un tribunal pour obscénité. Ça s'explique par l'autocensure et toute une gamme de mécanismes d'autorégulation présents dans tous les médias japonais. Chaque chaîne de télévision a son propre comité d'examen des programmes, composé de représentants d'entreprises et de personnes d'expérience. Des organismes similaires
nommé par l'industrie, supervise les autres médias. Pour les animes, l'organisme qui nous intéresse, c'est la BPO, mise en place par la NHK, la chaîne publique du Japon, un peu une sorte de France Télévisions. Cet organisme est composé de plusieurs groupes qui surveillent les programmes et proposent des mesures si besoin. Il sert également de médiateur entre les téléspectateurs et les stations de diffusion. C'est ce qui s'approche le plus de notre CSA, sauf que la BPO n'a aucun pouvoir légal. Il s'agit uniquement d'un organisme de conseil. Mais les comptes rendus des réunions sont publics, et comme il s'agit de l'avis de la chaîne publique, qui est également la plus grande chaîne du Japon, s'y opposer c'est pas vraiment une possibilité. D'ailleurs, que ce soit à la télévision, en vidéo ou dans n'importe quel autre média, il n'existe aucune obligation légale de faire inspecter ses œuvres. Mais ça réduit évidemment les risques de violation accidentelle de la loi, et donc tout le monde le fait. À savoir que chaque organisme indépendant possède ses propres critères, qui semblent parfois bien indulgents quand on voit certains animes. Mais le fait qu'ils donnent leur accord n'empêche pas des poursuites éventuelles si la police le décide. Alors ça peut sembler plus qu'étrange vu le titre de la vidéo et tout ce que j'ai dit avant, mais au Japon la censure ça n'existe pas. En effet, la liberté d'expression est garantie par l'article 21 de la Constitution de 1947, dont le paragraphe 2 dit « et garantit la liberté d'assemblée et d'association, de parole, de presse et de toute autre forme d'expression. Il n'existe ni censure ni violation du secret des moyens de communication. » Comme tout pays démocratique, il s'agit d'une notion constitutionnelle qu'aucune loi ne peut outrepasser, du moins théoriquement. Le fameux jugement de 1957 a déclaré que les droits de l'homme garantis par la Constitution n'étaient pas absolus, mais dépendaient du bien-être public. Plus précisément, les tribunaux japonais se protègent derrière l'argument que la liberté d'expression garantie par l'article 21 ne devait pas être utilisée à l'encontre des articles 12 et 13 de la même Constitution. L'article 12 disant que la liberté et les droits garantis sont préservés s'il s'abstient d'abuser d'une façon quelconque de ses libertés et de ses droits. Le 13, droit à la vie, à la liberté, à la poursuite du bonheur, dans la mesure où il ne fait pas obstacle au bien-être public. Parce que oui, au Japon, la recherche du bonheur, c'est dans la Constitution. Comme je l'ai dit un peu avant, l'article 175 du Code pénal est donc en conflit avec la liberté d'expression, mais également avec la liberté d'enseignement, le droit à la recherche du bonheur, parfois la liberté de religion est également citée, et même les droits de l'homme. Avant de crier à la dictature, il faut voir que la plupart des pays dits démocratiques imposent une certaine limite à la liberté d'expression. Par exemple, en France, la limite est définie par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme. La liberté consiste à pouvoir tout ce que nul peut aux autres. Malgré toutes les justifications de la justice japonaise, l'article 175 est encore aujourd'hui très critiqué, au sein même du milieu juridique, rendant son application extrêmement problématique. Un cas intéressant illustrant parfaitement ce joyeux boxon a eu lieu en 2002. Cette année-là, l'auteur du manga hentai Mishitsu s'est retrouvé devant la justice, le tribunal de Tokyo trouvant que son manga allait trop loin, avec des scènes de viol sadiques et autres joyeusetés, et donc rentrant dans le cadre de l'article 175. Il a plaidé coupable histoire de s'en sortir avec juste 4000 € d'amende. Mais son éditeur a contesté la décision du tribunal, plaidant la violation de liberté d'expression. Résultat, l'amende fut triplée et le manga interdit à la vente. À partir des années 1970, la police commença à s'inquiéter de l'effet de matériel obscène sur le développement de la jeunesse, en particulier suite aux appels à des restrictions sur le sexe et la violence dans les mangas destinés aux jeunes, souvent émanant des associations de parents et de professeurs, qui se sont accélérées depuis 1968, année où débuta le manga Alenchi Gakuen, connu en France sous le nom de l'école impudique, une comédie ecchi avec de nombreuses références érotiques se déroulant dans une école. Bousculant les codes d'alors, il a scandalisé de nombreux parents et professeurs. Mais si le manga et les animes n'étaient pas toujours bien vus, le grand public n'avait pas vraiment d'opinion sur le sujet, et il n'y a pas eu de problème particulier. Jusqu'en 1989. Entre 1988 et 1989, le Japon fut secoué par les meurtres particulièrement sordides de 4 petites filles. Le coupable Tsutomu Miyazaki est arrêté en juillet 1989. Celui-ci se révèle être, entre autres, un amateur de manga et de hentai loli. La presse relaie rapidement l'information et des psychologues populaires établissent clairement des liens entre ses passions et ses actions. Le meurtrier de petites filles devient alors le meurtrier otaku. Une coalition de comités de professeurs, de groupes féministes et d'organisations des femmes firent pression sur les politiciens pour une surveillance accrue des images violentes et sexualisées dans les animes et les mangas. Les otaku subirent également une vaste campagne de dénigrement qui persista jusque dans les années 2000.
et qui encore aujourd'hui n'a pas totalement disparu. Comme j'en ai déjà parlé un peu avant, en avril 2002, le manga hentai Michitsu a été traduit en justice. Avant ça, ça faisait plus de 20 ans qu'aucune œuvre n'avait été condamnée en vertu de l'article 175, relançant ainsi le débat sur la liberté d'expression et sur la profusion des mangas à caractère sexuel. En janvier 2004, le président du jury a déclaré que ce manga était beaucoup trop graphique, et il fut reconnu coupable. Le fait que de très nombreux autres mangas sont tout aussi, voire plus obscènes, interrogea sur le but de cette procédure. Cependant, après la condamnation, un certain nombre de libraires ont retiré leur section réservée aux adultes. Ce manga semble donc avoir été choisi pour l'exemple. Si jusque dans les années 2000, l'essentiel du débat public sur les mangas était axé sur les shonen, en 2008, l'amour entre garçons, autrement dit le yaoi, a été spécifiquement visé dans certaines régions. En août 2008, en réponse à plusieurs plaintes, la bibliothèque de Sakai a pris la décision de supprimer tous les likes de nouvelles yaoi. Après intervention de conseillères féministes, appuyées par des universitaires féministes de renom, les titres ont finalement été remis. La raison pour laquelle seuls les light novels et les mangas yaoi étaient concernés, et non le reste de la littérature, n'a jamais été expliquée. En 2008, le gouverneur de Tokyo a décidé d'examiner les politiques relatives aux jeunes de la région. L'objectif était de s'interroger sur les problèmes du développement de la jeunesse à l'ère de la communication de masse et de l'Internet. La loi 156, dite loi sur la protection de la jeunesse, ayant été établie en 1964. De cette réflexion, plusieurs recommandations en sont sorties, notamment que la vente et la distribution de mangas, d'animes et de jeux décrivant des personnages de fiction dans des rapports sexuels antisociaux devaient être restreints. Ces recommandations servirent de base à la réforme de la loi 156. L'ordonnance locale visait à empêcher la publication d'œuvres faisant l'éloge d'activités sexuelles inappropriées, comme l'inceste ou la pédophilie, dans la région de Tokyo. Ainsi, depuis les publications dites nocives, les hentai et tout autre élément pornographique ne peuvent plus être communiqués à des personnes de moins de 18 ans. Tout manga, anime ou image représentant des actes sexuels ou pseudo-sexuels considérés comme illégaux par la loi sont également menacés d'interdiction à la vente. La loi force également les éditeurs à s'autoréguler, afin d'éviter que des mineurs ne tombent sur un contenu trop violent ou pornographique. Plusieurs éditeurs et d'autres acteurs de l'industrie s'opposèrent à la réforme, jugeant qu'elle allait à l'encontre de la liberté de création. On parla d'intensification de la censure, et dès le mois de mai 2011, 6 mangas hentai étaient interdits. Le contenu allant du viol sur mineur à l'inceste. La peur d'une répression aveugle et systématique se fit entendre. Le projet de loi fut définitivement adopté en décembre 2012. Un an après l'adoption, le nombre affolant d'œuvres censurées est de 0. La loi a surtout incité les éditeurs à plus de retenue, et les 6 mangas interdits ne furent finalement que des exemples. Il faut savoir qu'avant même la réforme de la loi 156, certaines préfectures avaient déjà commencé à censurer drastiquement certains mangas. Par exemple en 2009, le manga Manhole a été censuré et classé comme œuvre nocive pour les mineurs par l'Agence pour l'enfance et l'avenir de la préfecture de Nagasaki. Certains experts japonais affirment que les mangas et les animes sont devenus la cible de la censure, en partie à cause de l'attention toujours grandissante de l'étranger pour cette culture japonaise. Faut rappeler que depuis cette période, le gouvernement japonais tente de transformer cet intérêt en argent, à travers des campagnes visant à promouvoir les œuvres japonaises et le tourisme au Japon. Il faut également préciser que, contrairement à la plupart des pays occidentaux, le Japon n'interdit pas les contenus pédopornographiques mettant en scène des enfants fictifs, tant qu'ils ne sont pas considérés comme obscènes, sinon ils tomberaient dans le champ de l'article 175. Je précise bien fictif, comme tout pays un minimum civilisé, la pornographie enfantine et la pédophilie sont totalement interdits. Il semble assez certain qu'une réforme de la loi finira par avoir lieu. Même s'il est impossible de savoir exactement quelles sont les règles sur la régulation des animes, les différentes organisations semblent s'être mises d'accord sur les règles suivantes. La sexualité est clairement l'élément le plus surveillé. Au nom du bien-être de la jeunesse, les diffuseurs s'accordent pour ne jamais montrer entièrement les poitrines des personnages. On en voit parfois beaucoup, mais une partie du corps plus ou moins grande est cachée, typiquement par un rayon de lumière, un élément du décor ou de la vapeur. Le niveau de censure dépend beaucoup de la politique de la chaîne de diffusion, qui décide en fonction du public visé, sachant qu'il n'y a plus aucune interdiction légale pour cette partie du corps depuis 1991. Cette censure est d'ailleurs beaucoup plus faible dans les mangas, où là il s'agit surtout de la politique interne de l'éditeur. A noter que ça concerne très souvent également les tétons des personnages masculins.
qui ne sont tout simplement pas dessinés. Ça peut paraître assez curieux pour nous, mais au Japon ils ont un caractère érotique beaucoup plus prononcé. Si pour les poitrines ils en montrent un peu, les parties génitales elles sont totalement interdites de représentation, et ça quel que soit le médium. Que ce soit les animes, les mangas, les films, les jeux et compagnie. Il s'agit ici d'une obligation légale, qui oblige à flouter les parties intimes ou à utiliser une pixelisation numérique. Là-dessus la loi est assez stricte, et il y a déjà eu des procès pour censure insuffisante. Mais certains créateurs et animateurs plus inspirés les remplacent parfois par d'autres éléments, comme des images humoristiques, les fameuses tentacules, ou bien une bande noire qui couvre les 3/4 de l'écran. La violence est l'autre élément visé par la censure. Bien sûr, ici pas question de retirer toutes les scènes d'action, ou la moindre trace de sang. Comme pour la nudité, la violence légère reste diffusée. C'est l'une des principales différences entre les adaptations de manga et leurs mangas d'origine. Si les geysers de sang ne sont pas vraiment un problème, pas question de montrer des blessures extrêmes, et surtout pas de plaies. Dans le cas contraire, l'anime se retrouverait avec une importante restriction d'âge, et serait diffusé à des heures de très faible audience, en pleine nuit. Autant dire que c'est pas vraiment la meilleure chose à faire si on a envie d'en tirer de l'argent. Pour éviter ça, certains font le choix du hors-champ, ou utilisent une mise en scène ou un cadrage particulier, nous montrant peu, mais nous faisant imaginer beaucoup. Mais généralement, la censure la plus utilisée est soit la bande noire, ou plus souvent, et bien moins invasif, le flou et le noircissement. Pour les mangas, il n'y a pas de restriction autre que la politique de l'éditeur. C'est pour ça que les mangas comportent des scènes beaucoup plus gore et détaillées. Il est intéressant de constater qu'il ne s'agit que de restrictions pour la diffusion télévisée, et par association le streaming. La censure est généralement fortement réduite pour les versions Blu-ray, devenant un véritable argument commercial. Une autre censure bien moins connue, plus insidieuse et implicite, vient des thèmes et des sujets abordés. Bien sûr, il est interdit de faire la publicité d'activités interdites, comme encourager à la haine, la violence ou le crime. Mais il y a également des sujets prohibés plus spécifiques au Japon. Par exemple, le divorce est très sensible. Contrairement à l'Occident, au Japon la vie de famille reste un élément fondamental, et le divorce est très mal vu. Certaines chaînes de télévision interdisent même d'y faire allusion. C'est pour ça que dans les animes il arrive souvent que l'un des deux parents soit décédé, mais qu'il y a si peu de divorcés. Quand il y est fait clairement référence, il s'agit très souvent de manga josei ou seinen. La Seconde Guerre mondiale reste également un sujet très sensible. Là tu vas peut-être me dire que les Japonais ont fait beaucoup de films d'animation, dont certains très célèbres sur le sujet, comme Le Tombeau des Lucioles, Gende Hiroshima, Dans un recoin de ce monde, L'île de Giovanni, etc. Mais il faut remarquer que tous ces films racontent la guerre du point de vue de civils japonais, souffrant de la famine, des bombardements aveugles, du bombardement nucléaire et compagnie. Mais si on nous montre les souffrances du peuple japonais, on ne nous parle jamais des exactions de l'armée japonaise durant la guerre. Encore aujourd'hui, il est mal vu de parler publiquement du sujet. Bien qu'évidemment ça n'a jamais été officialisé, une importante rumeur prétend que les chaînes de télévision subissent des pressions pour ne pas diffuser de contenu critiquant le gouvernement. Si les interdictions d'œuvres sont très rares, la méthode principale de régulation, c'est la limitation d'âge. Les politiques locaux peuvent désigner une œuvre nocive pour la jeunesse, le fameux réservé aux adultes. Si le titre n'est pas techniquement interdit, les éditeurs font très attention, car une telle désignation réduirait énormément leur audience, et donc les bénéfices. Après tout ça, on voit bien que le Japon n'est pas le pays où tout est permis que l'on imagine parfois. Et là-bas aussi, il y a des experts pour qui les mangas et les animes c'est le mal, et où des associations de parents s'insurgent régulièrement. Finalement, les éléments qui posent problème au Japon, hormis quelques subtilités culturelles, sont les mêmes que chez nous. La principale différence, c'est que là-bas ils font des animes et des mangas pour des tranches d'âge et des publics très différents, avec des limitations de visibilité, comme des limites d'âge, des heures de faible audience et compagnie, que l'on n'a pas vraiment en France. Il suffit de voir certains sites de vente en ligne très connus qui mélangent tranquillement les mangas et les hentai. Il y a également toujours cette idée reçue que les dessins c'est pour les enfants, avec un certain problème de compréhension sur les particularités de l'animation japonaise depuis son introduction en France. Mais on verra ça dans une autre vidéo.